Le 15 août 1994, par une chaude journée d'été, Antoine Dubois, un touriste français de 28 ans originaire de Lyon, disparut mystérieusement de la gare du Nord à Paris alors qu'il attendait son train pour Londres, laissant derrière lui un mystère qui hanterait les autorités françaises et sa famille pendant 5 longues années. Antoine, un ingénieur informatique passionné de voyage qui avait économisé pendant des mois pour s'offrir un tour d'Europe en train, était arrivé à Paris la veille et avait prévu de passer 3 jours à Londres avant de continuer vers l'Écosse pour terminer ses vacances de rêve. Ce matin-là, il avait quitté son hôtel près de la République vers 9h30, portant son sac à dos habituel et une valise bleu marine qu'il avait achetée spécialement pour ce voyage, excité à l'idée de prendre l'Eurostar pour la première fois de sa vie. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Les caméras de surveillance de la gare l'avaient filmé en train d'acheter son billet à 10h15, puis en train de s'installer dans la salle d'attente, avec un livre et un café, semblant parfaitement détendu et heureux de poursuivre son aventure européenne. Cependant, quand son train fut annoncé à 11h45, Antoine ne se présenta jamais à l'embarquement, et sa place réservée resta vide pendant tout le trajet vers Londres, déclenchant une inquiétude immédiate chez le personnel de la SNCF qui avait remarqué son absence. Sa sœur Céline, qui devait le retrouver à Londres le lendemain, alerta les autorités françaises quand Antoine ne répondit pas à ses appels téléphoniques et ne se présenta pas à leur rendez-vous prévu au British Museum. L'enquête initiale révéla qu'Antoine avait été vu pour la dernière fois vers 11h20 dans les toilettes de la gare, mais aucun témoin ne l'avait vu en ressortir, créant un mystère qui défierait toute explication logique pendant des années. Les recherches immédiates dans toute la gare, y compris les zones techniques et les voies ferrées, ne révélèrent aucune trace d'Antoine ni de ses affaires, comme s'il s'était littéralement volatilisé dans l'air. 5 ans plus tard, la découverte d'une valise oubliée dans un recoin de la gare apporterait enfin les réponses que sa famille avait désespérément cherchées et révélerait une vérité plus sombre que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. L'enquête menée par le commissaire principal Jean-Marie Leclerc révéla rapidement que la disparition d'Antoine Dubois présentait des caractéristiques inhabituelles qui suggéraient qu'il ne s'agissait ni d'un accident, ni d'une fugue volontaire, mais plutôt d'un événement planifié par des tiers. L'analyse des images de surveillance montra qu'Antoine avait été discrètement observé par un homme en costume sombre, qui était apparu plusieurs fois dans le champ des caméras, semblant surveiller les mouvements du jeune ingénieur sans jamais s'approcher directement de lui. Les enquêteurs découvrirent qu'Antoine avait retiré une somme importante d'argent liquide de son compte bancaire la veille de sa disparition, environ 5 000 francs, une somme inhabituelle pour un simple voyage touristique, qui souleva des questions sur ses intentions réelles ou sur d'éventuelles pressions extérieures. L'examen de sa chambre d'hôtel révéla que ses affaires personnelles étaient restées intactes, y compris son passeport, son portefeuille contenant ses cartes de crédit et son appareil photo avec lequel il avait documenté son voyage à travers l'Europe, éléments qui contredisaient l'hypothèse d'un départ volontaire. Les témoignages recueillis auprès d'autres voyageurs présents dans la gare ce jour-là mentionnaient avoir vu Antoine en conversation avec un homme élégant près des toilettes, une conversation qui semblait tendue et qui avait attiré l'attention de plusieurs personnes par son caractère visiblement conflictuel. L'enquête s'étendit aux villes européennes qu'Antoine avait visitées au cours des semaines précédentes, révélant qu'il avait été en contact avec diverses personnes rencontrées en voyage, notamment à Amsterdam et Berlin, où il avait participé à des soirées et rencontré des individus dont l'identité restait floue. Les autorités découvrirent également qu'Antoine avait envoyé plusieurs lettres à sa famille depuis l'étranger, lettres dans lesquelles il mentionnait avoir fait des rencontres intéressantes et avoir découvert des opportunités inattendues, sans jamais préciser la nature de ses contacts ou activités. L'analyse de ses communications téléphoniques révéla des appels vers des numéros non identifiés en Allemagne et aux Pays-Bas, appels qui avaient eu lieu dans les jours précédant sa disparition et qui duraient parfois plus d'1 heure, suggérant des discussions importantes ou des négociations. Malgré ces éléments troublants, l'enquête piétina pendant des mois, les pistes s'avérant toutes infructueuses et les témoins potentiels se révélant peu fiables ou incapables de fournir des informations précises
sur les événements de cette matinée d'août. Les années qui suivirent la disparition d'Antoine furent marquées par la détermination inébranlable de sa famille, en particulier de sa sœur Céline, à maintenir l'enquête active et à découvrir la vérité sur ce qui était arrivé à son frère bien-aimé. Céline, professeure de français dans un lycée lyonnais, consacra tous ses congés scolaires à se rendre à Paris pour rencontrer les enquêteurs, distribuer des affiches avec la photo d'Antoine et interroger les employés de la gare qui auraient pu être témoins de quelque chose d'inhabituel ce jour-là. Elle établit des contacts avec des associations de familles de disparus, apprenant les techniques d'investigation privée et développant un réseau de soutien qui l'aida à maintenir l'espoir malgré l'absence de nouvelles pistes concrètes. Leurs parents, Marcel et Françoise Dubois, vieillirent prématurément sous le poids de l'incertitude. Marcel développant des problèmes cardiaques liés au stress, tandis que Françoise sombrait dans une dépression qui nécessita plusieurs hospitalisations. La famille engagea plusieurs détectives privés au fil des années, dépensant leurs économies dans l'espoir de découvrir des éléments que la police officielle aurait pu manquer. Mais ces investigations supplémentaires ne produisirent que des théories contradictoires et des pistes qui menaient invariablement à des impasses. Céline maintint également une correspondance régulière avec des journalistes spécialisés dans les faits divers, réussissant à faire publier l'histoire d'Antoine dans plusieurs magazines et émissions télévisées, qui générèrent des centaines d'appels de témoins potentiels, malheureusement tous infructueux. L'affaire devint progressivement un symbole des limites du système judiciaire français face aux disparitions mystérieuses, inspirant des débats sur l'amélioration des procédures d'enquête et la protection des familles de disparus. Le commissaire Leclerc, personnellement investi dans l'affaire, continua à y travailler même après sa mutation vers un autre service, convaincu qu'un élément crucial avait été négligé et qu'Antoine méritait que justice soit rendue. Des commémorations annuelles furent organisées à la gare du Nord, rassemblant la famille, des amis et des sympathisants qui refusaient d'oublier Antoine et réclamèrent des réponses aux autorités. L'affaire inspira également des changements dans les protocoles de sécurité des gares, avec l'installation de caméras supplémentaires et la formation du personnel pour mieux détecter et signaler les comportements suspects ou les situations d'urgence. Le 3 septembre 1999, exactement 5 ans et 19 jours après la disparition d'Antoine Dubois, des agents de maintenance de la SNCF, effectuant des travaux de rénovation dans les sous-sols de la gare du Nord, découvrirent une valise bleu marine dissimulée derrière une canalisation dans une zone technique rarement visitée. La valise, recouverte de poussière et visiblement abandonnée depuis des années, fut ouverte par les agents qui y trouvèrent des effets personnels appartenant manifestement à Antoine, notamment des vêtements marqués à ses initiales et son carnet de voyage, dans lequel il avait documenté ses aventures européennes. Plus troublante encore, la valise contenait une série de documents qui révélaient qu'Antoine avait été impliqué dans une affaire de contrebande d'œuvres d'art volées, activité qu'il avait découverte par hasard lors de ses voyages et dans laquelle il avait été progressivement entraîné par des criminels qui exploitaient sa naïveté et son besoin d'argent. Les documents montraient qu'Antoine avait été recruté comme passeur involontaire, transportant des objets d'art de petite taille entre différentes villes européennes sans comprendre initialement leur véritable nature ni leur valeur, croyant simplement rendre service à de nouveaux amis rencontrés en voyage. Le carnet révélait qu'Antoine avait fini par découvrir la véritable nature de ses activités et avait tenté de se retirer du réseau, mais qu'il avait été menacé et contraint de continuer sous peine de représailles contre sa famille en France. La dernière entrée du carnet, datée du 14 août 1994, soit la veille de sa disparition, décrivait sa terreur face aux menaces qu'il recevait et sa décision de tout révéler à la police française, quitte à risquer des poursuites pour sa participation involontaire aux activités criminelles. La valise contenait également des photographies compromettantes, montrant Antoine en compagnie d'individus que les enquêteurs identifièrent rapidement comme des membres connus d'un réseau international de trafic d'œuvres d'art, ainsi que des copies de documents prouvant l'authenticité et la provenance douteuse de plusieurs pièces de grande valeur. Cette découverte relança immédiatement l'enquête avec une urgence renouvelée. Les autorités réalisant qu'Antoine n'avait pas simplement disparu, mais avait probablement été éliminé par des criminels qui craignaient
qu'ils ne révèlent leurs activités aux autorités françaises. L'analyse des preuves trouvées dans la valise d'Antoine permit aux enquêteurs de reconstituer les derniers mois de sa vie et de comprendre comment un jeune ingénieur innocent était devenu, malgré lui, un maillon d'un réseau criminel international sophistiqué. L'investigation révéla qu'Antoine avait été approché pour la première fois à Amsterdam par un homme se faisant appeler Klaus, qui prétendait être un marchand d'art légitime et qui avait proposé à Antoine de transporter de petits cadeaux pour des collectionneurs privés en échange d'une rémunération généreuse et de la prise en charge de ses frais de voyage. Les documents montraient qu'Antoine, séduit par l'opportunité de financer ses voyages tout en aidant apparemment des passionnés d'art, avait accepté de transporter plusieurs objets entre Amsterdam, Berlin et Paris, sans réaliser qu'il participait au blanchiment d'œuvres volées dans des musées et collections privées à travers l'Europe. L'enquête internationale qui suivit la découverte de la valise permit d'identifier Klaus comme étant Klaus Hoffmann, un trafiquant d'art recherché par Interpol pour son rôle dans le vol de plusieurs œuvres majeures, notamment des toiles de maîtres impressionnistes dérobées dans des musées allemands et néerlandais. Les autorités découvrirent qu'Hoffmann dirigeait un réseau qui utilisait des touristes innocents comme Antoine pour transporter des œuvres d'art volées, exploitant leur statut de voyageurs légitimes pour éviter les contrôles douaniers et les soupçons des forces de l'ordre. Confronté aux preuves trouvées dans la valise d'Antoine, Hoffmann, arrêté à Zurich en 2000, finit par avouer avoir ordonné l'élimination du jeune Français, quand celui-ci avait menacé de tout révéler à la police, craignant que ces révélations ne compromettent l'ensemble de l'opération. Hoffmann révéla qu'Antoine avait été attiré dans les toilettes de la gare du Nord par un complice qui l'avait convaincu de le suivre sous prétexte de lui remettre un dernier colis à transporter, mais qu'il avait en réalité été empoisonné avec une substance indétectable qui avait causé sa mort en quelques minutes. Le corps d'Antoine avait ensuite été dissimulé dans un compartiment secret d'un wagon de marchandises qui quittait Paris pour l'Allemagne, où il avait été incinéré dans un four industriel, ne laissant aucune trace physique de son existence. Le procès de Klaus Hoffmann et de ses complices devint l'une des affaires criminelles les plus médiatisées de la fin des années 1990, attirant l'attention internationale sur le trafic d'œuvres d'art et les méthodes utilisées par les réseaux criminels pour exploiter des innocents. Hoffmann fut inculpé de meurtre avec préméditation, trafic d'œuvres d'art et direction d'organisation criminelle, tandis que ses complices firent face à des accusations de complicité de meurtre et de participation à un réseau de contrebande internationale. L'accusation, menée par le procureur général Marie-Claire Dubois, aucun lien de parenté avec la victime, présenta un dossier méticuleux basé sur les preuves trouvées dans la valise d'Antoine, les aveux de Hoffmann et les témoignages d'autres victimes du réseau qui avaient accepté de coopérer avec la justice. Le témoignage de Céline Dubois fut le moment le plus émouvant du procès, quand elle décrivit 5 années d'angoisse et d'incertitude, l'impact de la disparition d'Antoine sur sa famille et sa détermination à obtenir justice pour son frère, qui avait été victime de sa propre générosité et naïveté. La défense tenta d'argumenter qu'Antoine était un complice volontaire du réseau et que sa mort était accidentelle. Mais les preuves montraient clairement qu'il avait été manipulé et trompé sur la nature de ses activités, avant d'être assassiné quand il avait tenté de se retirer. Des experts en art témoignèrent sur la valeur des œuvres impliquées dans le trafic, estimée à plus de 50 millions de francs, et sur l'impact du vol de ces pièces sur le patrimoine culturel européen, soulignant la gravité des crimes commis par le réseau. Le procès révéla également l'existence d'autres victimes du réseau, notamment 3 touristes allemands et un étudiant britannique qui avaient disparu dans des circonstances similaires après avoir été recrutés comme passeurs involontaires, leurs corps n'ayant jamais été retrouvés. Après 8 semaines de témoignages et 4 jours de délibération, le jury déclara Hoffmann coupable sur tous les chefs d'accusation, le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Ses complices reçurent des peines allant de 15 à 20 ans de prison, marquant la fin d'un réseau qui avait opéré impunément pendant plus d'une décennie et causé la mort de plusieurs jeunes innocents. La résolution de l'affaire Antoine Dubois eut des répercussions profondes sur les politiques de sécurité touristique et la lutte contre le trafic d'œuvres d'art en Europe,
transformant la façon dont les autorités abordent la protection des voyageurs vulnérables et la prévention de l'exploitation criminelle. Céline Dubois canalisa sa douleur et sa détermination dans la création de l'association Antoine Dubois, qui se consacre à l'éducation des jeunes voyageurs sur les risques potentiels qu'ils peuvent rencontrer à l'étranger et fournit des ressources pour reconnaître et éviter les situations dangereuses. L'association développa des programmes éducatifs qui furent adoptés par des universités et des agences de voyage à travers l'Europe, enseignant aux étudiants et aux jeunes professionnels comment voyager en sécurité et identifier les tentatives de manipulation ou de recrutement par des criminels. La SNCF et autres compagnies ferroviaires européennes implémentèrent de nouveaux protocoles de sécurité dans les gares, incluant une surveillance renforcée des zones techniques et des procédures améliorées pour signaler les disparitions suspectes de passagers. L'Union européenne adopta de nouvelles réglementations sur le commerce d'œuvres d'art, exigeant une documentation plus stricte de la provenance et des vérifications renforcées pour les transactions impliquant des pièces de valeur, rendant plus difficile pour les criminels de blanchir des œuvres volées. Interpol créa une base de données spécialisée pour traquer les réseaux de trafic d'art qui exploitent des passeurs innocents, utilisant l'affaire Antoine comme modèle pour identifier et prévenir des crimes similaires dans d'autres pays. L'affaire inspira également des changements dans la formation des agents des douanes et de la police des frontières, qui apprirent à reconnaître les signes indiquant qu'un voyageur pourrait être exploité comme passeur involontaire par des criminels. La gare du Nord installa une plaque commémorative en l'honneur d'Antoine et d'autres victimes de crimes liés au voyage, servant de rappel permanent de l'importance de la vigilance et de la protection des voyageurs vulnérables. Des programmes de sensibilisation furent établis dans les écoles et universités françaises, utilisant l'histoire d'Antoine pour enseigner aux jeunes les dangers potentiels des rencontres fortuites en voyage et l'importance de maintenir le contact avec la famille et les autorités locales. 10 ans après la résolution de l'affaire, l'impact de l'histoire d'Antoine Dubois continuait de se faire sentir dans les efforts internationaux pour combattre le trafic d'œuvres d'art et protéger les jeunes voyageurs contre l'exploitation criminelle. L'association Antoine Dubois avait étendu ses opérations à 15 pays européens, fournissant des services de conseil et d'éducation à des milliers de jeunes qui planifiaient des voyages à l'étranger, tout en maintenant une base de données des incidents signalés impliquant des tentatives de recrutement de passeurs involontaires. Céline Dubois était devenue une experte reconnue internationalement en sécurité touristique et prévention de l'exploitation criminelle, consultant avec des gouvernements et des organisations internationales pour développer des politiques et des programmes de protection plus efficaces. L'affaire avait inspiré des recherches académiques approfondies sur les méthodes utilisées par les réseaux criminels pour recruter des complices involontaires, menant au développement de nouveaux outils de détection et de prévention utilisés par les forces de l'ordre dans le monde entier. Les protocoles de sécurité développés en réponse à l'affaire d'Antoine avaient été adoptés par des systèmes de transport dans plus de 20 pays, contribuant à une réduction significative des incidents, impliquant l'exploitation de voyageurs innocents par des organisations criminelles. La famille Dubois avait utilisé l'indemnisation reçue du gouvernement français pour établir un fonds de bourse qui aidait des étudiants en criminologie et en droit international à se spécialiser dans la lutte contre le trafic d'art et la protection des victimes, assurant que l'héritage d'Antoine continue d'inspirer de nouvelles générations de défenseurs de la justice. Le cas d'Antoine était devenu un exemple standard dans les formations de police et les cours de droit pénal, enseignant aux futurs professionnels l'importance de l'investigation minutieuse et de la coopération internationale dans la résolution de crimes complexes, impliquant des réseaux transnationaux. Des documentaires et des livres sur l'affaire avaient été produits dans plusieurs langues, éduquant le public sur les réalités du trafic d'art et les dangers que peuvent rencontrer les voyageurs innocents, tout en honorant la mémoire d'Antoine et le courage de sa famille dans leur quête de justice. La valise bleue qui avait contenu les preuves cruciales était exposée au musée de la police de Paris, servant de rappel tangible de l'importance de ne jamais abandonner la recherche de la vérité et de la justice, même dans les cas les plus difficiles. 15 ans après la découverte de la valise qui avait révélé la vérité sur le sort d'Antoine,
son histoire continuait d'influencer les politiques de sécurité internationale et d'inspirer des efforts pour protéger les voyageurs vulnérables contre l'exploitation par des réseaux criminels sophistiqués. L'association Antoine Dubois avait évolué pour devenir une organisation internationale reconnue par les Nations Unies, travaillant avec des gouvernements du monde entier pour développer des stratégies de prévention et des programmes d'éducation qui avaient aidé à prévenir des centaines de cas similaires d'exploitation de jeunes voyageurs. Les technologies de sécurité développées en réponse à l'affaire d'Antoine, incluant des systèmes de surveillance améliorés et des applications mobiles permettant aux voyageurs de maintenir un contact constant avec leur famille, étaient devenues des standards dans l'industrie du tourisme et du transport. Céline Dubois avait été nommée conseillère spéciale auprès d'Interpol pour les questions de sécurité touristique, utilisant son expertise et son expérience personnelle pour aider à développer de nouvelles approches pour combattre l'exploitation criminelle des voyageurs innocents. L'affaire avait inspiré la création de la Journée européenne de sensibilisation à la sécurité touristique, observée chaque 15 août en mémoire d'Antoine et d'autres victimes, avec des événements éducatifs organisés dans des gares, aéroports et universités à travers le continent. Les recherches financées par la Fondation Antoine Dubois avaient contribué au développement de nouveaux profils psychologiques des criminels, qui exploitent des passeurs involontaires, aidant les forces de l'ordre à identifier et arrêter ces prédateurs avant qu'ils ne puissent recruter de nouvelles victimes. L'histoire d'Antoine était enseignée dans des cours de sécurité personnelle, dans des centaines d'écoles européennes, aidant une nouvelle génération de jeunes à comprendre les risques potentiels des voyages et les stratégies pour se protéger contre l'exploitation criminelle. La coopération internationale renforcée qui avait résulté de l'affaire avait mené à l'arrestation et à la condamnation de dizaines d'autres trafiquants d'art et de leurs réseaux, récupérant des œuvres d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros et les restituant à leurs propriétaires légitimes. Le mémorial établi à la gare du Nord était devenu un lieu de réflexion pour les familles de victimes de crimes liés au voyage, offrant un espace pour honorer la mémoire de leurs proches, tout en sensibilisant le public aux dangers persistants que peuvent rencontrer les voyageurs innocents. Aujourd'hui, plus de 25 ans après la disparition d'Antoine Dubois de la gare du Nord, son héritage continue de protéger des voyageurs dans le monde entier et d'inspirer ceux qui luttent contre l'exploitation criminelle et le trafic d'œuvres d'art. La valise bleue qui avait révélé la vérité sur son sort est devenue un symbole d'espoir pour les familles de personnes disparues, démontrant que même après des années d'incertitude, des réponses peuvent encore être trouvées et que la justice peut finalement prévaloir. L'association Antoine Dubois opère maintenant dans 32 pays, ayant aidé plus de 10 000 jeunes voyageurs à éviter des situations dangereuses et ayant contribué à la résolution de centaines de cas de personnes disparues impliquant des réseaux criminels internationaux. Céline Dubois, maintenant grand-mère, continue de diriger l'association tout en formant une nouvelle génération d'activistes et de professionnels dédiés à la protection des voyageurs vulnérables, transmettant les leçons apprises de la tragédie de son frère. La gare du Nord, où Antoine avait disparu, est devenue un modèle de sécurité touristique, avec des protocoles avancés de surveillance et de protection qui ont été adoptés par des terminaux de transport dans le monde entier, créant des environnements plus sûrs pour tous les voyageurs. Les programmes éducatifs développés en mémoire d'Antoine sont enseignés dans plus de 1000 institutions éducatives européennes, ayant sensibilisé des millions de jeunes aux risques potentiels des voyages et aux stratégies pour se protéger contre l'exploitation criminelle. Son histoire continue d'être racontée dans des livres, documentaires et cours universitaires qui examinent l'intersection entre le tourisme, la criminalité et la sécurité personnelle, éduquant de nouvelles générations sur l'importance de la vigilance et de la préparation lors des voyages. La coopération internationale renforcée qui a résulté de son cas a révolutionné la façon dont les pays travaillent ensemble pour combattre les réseaux criminels transnationaux, établissant des précédents qui continuent d'influencer les politiques de sécurité et de justice pénale. Le fonds de bourse. Antoine Dubois a financé l'éducation de centaines d'étudiants qui sont devenus des leaders dans la lutte contre le trafic d'art, la protection des victimes et la sécurité internationale, perpétuant son héritage à travers leur travail professionnel.
Chaque 15 août, des cérémonies commémoratives ont lieu dans des gares à travers l'Europe, où des milliers de personnes se rassemblent pour honorer la mémoire d'Antoine et réaffirmer leur engagement à protéger les voyageurs innocents contre ceux qui chercheraient à exploiter leur confiance et leur vulnérabilité. L'histoire d'Antoine Dubois nous rappelle que même dans les circonstances les plus tragiques, l'amour familial et la détermination peuvent transformer une perte personnelle en un héritage durable qui protège et inspire d'innombrables autres personnes, prouvant que la vérité et la justice peuvent finalement triompher même contre les forces les plus sombres de la criminalité organisée.